Bienvenue à Escipit nous informe, une émission consacrée à la Première Nation des Inuits Escipit. Pour cette première, nous avons rencontré le chef Martin Dufour qui nous vulgarise le projet de traité Petapan. Chef Dufour, quoi? Oui. Là, on est ici aujourd'hui pour que vous nous expliquiez au juste c'est quoi le traité Petapan qui dure depuis au-dessus de 43 ans. Oui, bien, j'aime ça dire que le traité est plus vieux que moi. Oui. Même si c'est pas vrai. Parce que c'est un sujet qui est excessivement complexe, un traité qui est complexe aussi. Puis on aimerait comprendre au juste qu'est-ce que ça représente, puis ça part d'où, ça, cette histoire-là? Bien, ça part des années 70, fin 70, quand le Conseil Atikamekw-Montagnais a été créé. À ce moment-là, il y avait trois nations, les trois Premières Nations Atikamekw qui étaient là. Mais il y avait les 9 Premières Nations Inuits aussi également qui faisaient partie de ce grand conseil-là, qui ont été mandatés pour négocier un traité. On remonte à 79, là, c'est quand même assez loin. Ouais. Fait que là, après ça, ben, les négociations ont commencé avec le Conseil Atikamekw-Montagnais. Puis de fil, durant les années après, ben, il y en a qui ont décidé là, éventuellement de prendre une autre avenue. Soit qui ne croyaient pas à la négociation, ou soit qu'ils ont pris une avenue plus juridique, qui ont fait des poursuites sur le territoire. On voit Ouachat aujourd'hui qui poursuit Hydro-Québec pour 2 milliards. Fait qu'eux autres, ils ont pris cette avenue-là pour faire reconnaître leurs droits. Nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment les faire reconnaître dans un contrat avec un traité entre les trois paliers de gouvernement, les Inuits, le Canada et le Québec. Sans avoir ça, toujours... on parle de 1979. Sans être toujours obligé d'aller en cours. Exactement. Pour toutes sortes de choses. Exactement. Et puis il y en a plusieurs là, au niveau canadien qui sont allés en cours, qui ont gagné des jugements qui nous ont aidés aussi dans notre négociation aujourd'hui à faire reconnaître nos droits parce que, faut le dire, dans notre projet de traité, on est le seul projet de traité actuellement au Canada qui va reconnaître les droits et le titre sur le territoire. On en définit les modalités. Ça veut dire on décrit nos droits. Fait que ça apporte beaucoup de certitude au niveau des gouvernements, mais nous autres aussi. Là, actuellement, tu sais, je peux juste te donner un exemple. Tu sais, on a été faire un projet de caserne avec les Escoumins. Oui. On est arrivé, puis le financement était là. On avait un financement de notre côté. On pouvait mettre une mise de fonds avec la municipalité. Quand on est arrivé dans l'appareil gouvernemental québécois, les Autochtones n'existaient pas. Fait que la mise de fonds faisait en sorte de pénaliser les Escoumins dans leurs subventions. Ah. Fait que quand on va avoir un projet de traité, on va finalement exister au niveau des... on va pouvoir faire des réels partenariats. Là, on réussit à en faire quand même, mais il faut se casser la tête un petit peu plus qu'à l'habitude, puis de trouver des moyens innovants pour être capable là, de donner notre juste part dans un projet comme la caserne. Mais là, dans un projet de traité, on va tout définir ça, puis on va finalement, nous, les Autochtones, exister dans les ministères. Ça veut dire que souvent, on entend aux nouvelles, les Autochtones, ils ont des droits, mais vous en avez... Ils sont pas reconnus, c'est ça? Ils sont reconnus de façon... Aujourd'hui, là, c'est judiciaire. Puis il n'y a aucun traité canadien qui reconnaît des droits. Quand les Autochtones signent un traité, si on remonte dans les années précédentes, il y avait une extinction de droits automatiquement. Comme les CRI, la Paix des Braves, la Convention de la Baie James ont éteint le droit sur le territoire. OK. Puis en plus, sur le territoire qui était défini par la Convention de la Baie James, ils ont éteint les droits des autres Premières Nations. Fait que on se retrouve avec une communauté comme Matimeka-Lac-Jaune, à Shefferville, qui est presque englobée par la Convention de la Baie James, puis ces gens-là n'ont plus de droits. Hein? Ouais. C'est quand même assez spécial. Nous, on ne fait pas ça. Nous, les droits des autres Premières Nations restent. Fait qu'on n'éteint pas les droits des autres Premières Nations qui auraient des prétentions sur le territoire visé par notre traité. Parce qu'on a des chevauchements, on appelle ça des chevauchements. Nous, on appelle... C'est pas des chevauchements, c'est plus des zones de partage, parce qu'à l'époque, les Inuits voyageaient beaucoup. Oui. Fait qu'il n'y avait pas de territoire qui existait vraiment pour un ou l'autre d'une Première Nation. Ça, les territoires ont été définis à l'époque du CAM avec une grande étude.
ce que les gens ont fait, sont allés dans les territoires, ont été interroger les aînés, les trappeurs, ceux qui avaient des territoires ancestrales. Oui. Puis là, ils ont défini les territoires de chaque Première Nation comme ça. Fait que les territoires que vous voyez, les Nitassinan, Oui. bien ça a été défini là, par une grande recherche à l'époque là, qui remonte Mais gouvernementale. Non, c'est nous qui l'ont. C'est nous autres qui l'avons fait. OK. Avec le Conseil Atikamekw montagnais de l'époque. OK. Fait que là, on a été capable de définir des territoires parce que la création des réserves, là, c'est le gouvernement qui a fait ça. Tu sais. Oui. Fait que là, après ça, oui, il y a eu des communautés, des réserves, on ne peut pas appeler ça des Non, mais réserves. c'est des communautés, oui. Des communautés qui ont été créées, puis là, il fallait définir une certaine ligne qu'on n'aime pas dire parce que, tu sais, c'est pas dans c'est pas dans notre façon de faire, d'avoir une ligne qui définit des territoires, mais on en a quand même fait. Puis ça a été fait là, avec une grande recherche à l'époque. Fait que là, on dit que, bon, OK, ça n'a pas stagné, mais ça a pris du temps. Là, dans les dernières années, surtout dans la dernière année, là, ça a plus déboulé, là, les négociations. Là. Si on remonte, on a quand même eu une entente de principe en 2004 qui a été signée. Là. Ça, c'est une entente de principe d'ordre général qui a été signée entre le Québec, le Canada et les Inuits. Ça servait à? Ça, c'est la base. C'est une entente de principe. Ça définissait là, la base de négociation pour les prochaines années. Okay. Fait que nous, ça fait 20 ans, depuis 2004, une vingtaine d'années, qu'on négocie sur la base de l'entente de principe. Ah, mon Dieu, OK. Ouais. Fait que là, tout se rapporte à ça tout le temps, tu sais. Ah, il faut négocier dans l'honneur de la signature de l'entente de principe. Fait qu'on se rapportait tout le temps ce document-là qui est public en passant. Vous pouvez en avoir une copie, là. L'entente de principe d'ordre général, excusez. Fait que, qui a été signé à l'époque par Denis Ross. Gilbert Dominique a signé, qui est revenu chef. C'est lui qui l'a signé en 2004. Fait que c'est le fun d'avoir quelqu'un là, qui a tout le background de ça. Fait que c'est ça. Là, on négocie depuis les 20 dernières années sur la base de l'entente de principe. Fait que là, finalement, aujourd'hui, là, après 20 ans, puis à l'époque, il disait qu'il mettait 5 ans, je pense, pour négocier un traité. Ça a pris 20 ans. Là, ça va nous prendre plus que 20 ans. Parce qu'on n'a pas encore terminé, là. On en reparlera tantôt, là, mais c'est ça. Là, on négocie sur cette base-là. Fait que là, en gros, c'est Mastoyach, il faut dire. Hein? Mastoyach, oui. Espit et Notashquan. Notashquan, hein? Qui font partie du traité. Oui. Il y en a 2 qui sont sur le bord du fleuve. Oui. Puis une qui est au lac Saint-Jean. Exact. Ça n'a pas rapport, là. C'est juste parce qu'ils ont décidé... C'est parce qu'on est resté là, puis nous, on avait confiance au processus de négociation. Fait qu'on a continué de négocier, puis on était patient, c'est ça, on était patient. En 2004, lors de la signature de l'entente de principe, Pessamit était là. Oui, au début, hein? Oui, eux autres se sont retirés, je pense, en 2005-2006, là. Non, je pense que c'est 2005. Ils se sont retirés parce qu'ils ne croyaient plus. Ah. Mais nous, on est resté là, puis on a continué là, de négocier là, jusqu'en aujourd'hui 2023. Parce qu'on y croyait, puis ça a été difficile, là, les années des conservateurs avec Harper, là. Ça a manqué de casser la table de négociation, là, parce que les grands principes de notre négociation, on était atteints, puis la reconnaissance des droits, il y avait comme l'intention de vouloir l'enlever. Fait que nous, on a gardé on a gardé espoir, puis on a réussi, là, aujourd'hui, en 2023, là, ça, c'est réglé, là, cet aspect-là, avec les 2 paliers de gouvernement. Les droits vont être reconnus dans notre traité. Ça vaut la peine de continuer d'espérer. Oui, exactement. Ça a valu la peine d'être patient. Là, dans ces 20 ans-là, vous avez quand même, au travers de tout ça, réussi à avoir un peu du territoire. Je pense, par exemple, à les fêtes, là. Ça a été changé. Tu sais, on parle d'Inuassi. Ça, c'est des territoires. Inuassi, ça va être des territoires en pleine propriété pour la Première Nation. Mais qui n'étaient pas à vous autres avant? Il était à vous autres, mais il n'était pas reconnu? Il n'était pas reconnu. Mais il était pas à nous, il était à nous autres, oui, non. Là, on a la terre de réserve actuelle. Ouais. Puis, rappelez-vous, en 2008, il y a eu une grande crise là, avec la région qui a fait en sorte, puis on a changé cette Inuassi-là. On a pris des territoires de pouvoirie, puis ça, c'est réglé depuis un bout. On en parle souvent. Ce qu'on a fait aussi, qui est important à dire, on a créé une table de concertation, SPIT,
la MRC ici, Haute-Côte-Nord, la municipalité des Escoumins et Bergeronne. Ah. C'est eux autres qui sont affectés le plus par le nouveau Inouassi. Fait qu'on se parle environ là, un bon 3 fois par année, à part la pandémie là, qui nous a rentré un peu dans le corps, mais on se parle assez souvent, on lui dit du contenu, on essaie de les mettre à jour là, sur tout l'aspect de la négociation, pour pas qu'ils disent, ben là, c'est une surprise. Non, il n'y a pas ça. Nous autres, on veut avoir une cohabitation harmonieuse et pacifique avec nos voisins, puis ça part par une bonne communication. Fait qu'on a créé cette table-là qui est là depuis... écoute, ça doit faire un bon 4-5 ans qu'on fait ça. Puis on a M. Luc Imbeau qui nous aide là-dedans. Là. Si vous avez la chance de le rencontrer, Luc, c'est le conciliateur du Québec pour le SAA. Lui, il rencontre toutes les entités là, sur le territoire, que ça c'est les EC, tous ceux les municipalités, tous ceux qui veulent avoir de l'information sur notre traité. Bien, Luc, lui, c'est son travail de partir puis d'aller informer là, les entités. Pas juste les élus. On parle de l'Association des trappeurs de la Côte-Nord, les pourvoiries. Il fait, lui, même les clubs de motoneigistes, pour les sensibiliser, c'est quoi la négociation, puis c'est quoi que ça va amener de plus. Tu sais. OK. Ouais. Puis là, avec Bergeronne, puis Escoumins, puis la MRC, l'entente est bonne? Oui, on s'entend super bien, mais ça passe par une bonne communication. Puis on veut maintenir ce lien-là. Fait que on a une table pour ça, là, communiquer les différentes... comment je pourrais dire, les différents avancées de la négociation. Si on vient au traité, oui. Vous demandez quoi? Ça a 28 chapitres, tu sais. Ouais. Ce qu'on veut exactement, c'est s'autodéterminer. Tu sais, on est là depuis des millénaires. Plus longtemps que nous autres, oui. On est là depuis des millénaires, puis tu sais, on a toujours réussi à se gouverner. Puis, tu sais, maintenant, dans ce traité-là, c'est une des grandes choses, c'est que ça va reconnaître l'autodétermination des Premières Nations. Fait que tout l'aspect, le partenariat, comment ils disent, bon père de famille que joue le gouvernement fédéral actuellement, bien ça, on pourra s'en débarrasser puis être autonome, tu sais. Ça veut dire que votre communauté... Ça s'appellerait-tu encore une communauté? Bien, nous, on s'appelle la Première Nation des Inuits des Sipites. Ben oui, notre communauté va avoir beaucoup plus d'autonomie. OK. Oui, puis c'est ça. On va avoir les trois, là. Les trois vont avoir plus d'autonomie. Oui. Ensuite, bien, ça reconnaît, comme vous le disiez tantôt, nos droits sur le territoire, le titre. Il y a 28 chapitres. On parle d'environnement, on parle de patrimoine, on parle de culture, de la langue Inuit-Mun, tout l'aspect des activités traditionnelles Inuit-Tun, la pratique de la chasse, de la pêche. Si je comprends entre les lignes, vous allez être un gouvernement autochtone, non? Oui, c'est ça? Bien, on est déjà pas mal, tu sais, on gouverne déjà pas mal, il faut dire... on a l'aspect de développement social ici, on a les logements, on gère l'éducation, la santé, mais là, ça va aller encore plus loin. Tu sais, on va gérer encore plus loin. Là. On veut être de réels partenaires sur le territoire, puis on veut que ça soit clair pour tout le monde. Fait que quand on parle de certitude, dans le projet de traité, ça, on va apporter ça pour vous, à nous autres, aux deux paliers de gouvernement. Vous parliez de la caserne tantôt. Ouais. Fait que, tu sais, quand on va faire un partenariat avec quelqu'un, ça va être défini clairement dans le traité, puis il va y avoir un chemin qu'on va être capable de prendre, tu sais, puis... C'est pour ça que ça dit dans le communiqué, à un moment donné, qu'il y a cohabitation harmonieuse, pacifique avec les voisins, puis un développement socio-économique des Premières Nations, un projet d'envergure qui va profiter aussi aux régions de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est le chef Innu de Notashquan qui est Réal Tetaut qui a dit ça. Ça veut dire que ça, quand ça va être réglé à un moment donné, là, ça va être plus facile de faire des partenariats. Ah oui, exact. Là, on parlait, tu sais, comme vous avez des pourvoiries. Là, je vais me concentrer sur Récipite parce que je connais un peu moins les deux autres. Il n'y a pas de problème. Vous avez des pourvoiries, oui. Mais
Si on dit, bon, que les non-autochtones, ils ont le droit d'aller aux pourvoiries. C'est Oui, pas oui. juste pour les Autochtones. Oui. Il faut que le monde comprenne ça, là. Oui. Il y a la chasse qu'on disait, on a toujours, tu sais, le monde a toujours dit, les Autochtones, ils peuvent chasser le nombre d'animaux qu'ils veulent. Il y a un respect là-dedans, là. Vous faites pas ça, là. Non. Nous, ici, on a un code d'éthique, puis ça se retrouve dans le projet de traité aussi, qui est basé sur la conservation de la faune. Écoutez, là, à l'époque, on avait un filet là, qui était installé ici à l'entrée de la communauté pour le saumon. Okay? Ouais. C'est un exemple que je vous donne. On faisait une distribution dans la communauté. Quand on avait fait un tour, on arrêtait. À un moment donné, on s'est aperçu que la pérennité du saumon, la population était en train de descendre. On s'est ajusté. On l'a mis une fois par année seulement pour faire un macoucham. Un macoucham, c'est un festin. Vous savez c'est quoi. Là, on a complètement arrêté. Parce qu'on voyait que dans la rivière à côté, qu'on est en plus co-gestionnaire, qu'il manquait de saumon. Fait qu'on veut pas être les derniers à pogner le dernier saumon. On veut faire en sorte qu'il y ait il y en ait plus, puis qu'on soit toujours capable d'avoir cette ressource-là. Fait qu'on le fait partout, ça, nous autres. Là. Écoutez, même que souvent, dans nos codes de pratique Inuit-Toon, nos quotas sont plus petits. T'sais. Pourquoi? Ben, parce qu'on veut faire en sorte qu'il en reste sur le territoire. OK. Vous savez, on a le droit à un orignal par famille. OK. Vous n'allez pas chasser 7-8 orignaux comme il non. y en a qui pensent puis qui disent. Il y en a qui disent ça aussi. En passant, il y a des Québécois qui chassent 7-8 orignaux, mais vous ne le savez pas, hein? Fait que ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui le fait, qu'on le fait tout non plus. Tu sais, non, mais vous avez des règlements de ce côté-là. Oui, on se balise. Puis comme vous le dites, tout ça est fait dans le but de conserver la faune, la ressource. Oui. Vous demandez... En passant, je prends un exemple parce qu'on pêche l'oursin, puis on a été les premiers à demander une étude sur le banc d'oursin qui est à Pointe aux Alouettes, là, en avant de Baie-Sainte-Catherine, parce qu'on voulait qu'il y en ait encore. Il y a bien des États, le Maine, qui ont éteint la ressource, l'oursin. Puis nous, c'est pas ça qu'on voulait. Fait qu'on on a fait en sorte d'avoir un calcul de la ressource pour, si c'est 3 jours pêche qu'il faut faire, je dis n'importe quoi, là. Je pense qu'on a 20 jours pêche. Moi, 18, puis on en fera rien que 3, puis on va arrêter. Ah, OK. Vous comprenez? Même si vous avez droit à, mettons, 18, vous pouvez dire, non, regarde, on va en faire rien que 3. Puis on va pouvoir pêcher 50, 60 ans, tu sais. Fait que on a tout le temps eu cet aspect-là. Puis quand on a acheté des pourvoiries, puis moi, je n'étais pas là à l'époque, les premières, on s'est souvent fait dire, ils vont vider les lacs. Oui. Ils vont vider les lacs, les autres-là. Là. Aujourd'hui, je suis fier de vous dire que dans toutes nos pourvoiries, là, c'est du poisson indigène qu'on a. Puis il y a de l'orignal partout. Fait que on n'a pas manqué notre coup. On a été des premiers à calculer comment est-ce qu'on pouvait prendre de poisson dans un lac pour sa capacité, vous comprenez? Fait qu'il y a du poisson indigène partout, sauf au lac Adjumi, là, que des fois, on triche un petit peu, mais c'est normal. Vous dites que vous trichez, mais vous avez le droit. Ben ouais, je triche pas. C'est pas une tricherie. Mais c'est ça, mais l'aspect conservation fait partie de nous autres, puis on est des gardiens du territoire, puis on va toujours l'être. Là. Écoutez, quand est-ce qu'on va se décider de donner un meilleur avenir à nos enfants? Nous autres, on est décidés, ça fait longtemps. Là. Mais ça, dans le fond, tu sais, le monde, ils vont dire, c'est peut-être nouveau, avant, c'était pas de même, mais c'est pas vrai, là. Vos ancêtres, ils ont toujours fait comme ça, là, pour pas, justement, vider les territoires. Ou exact. Puis moi, je me suis toujours fait dire, regarde, t'arrives, il y a une couvée de pèderies, là. Laisse-en 2, 3, parce que si t'en laisses pas, il n'y en aura plus l'année prochaine. Fait que moi, c'est intégré en moi, puis je pense que la plupart des gens ici à Ispit sont comme ça, là. OK. Fait que... Vous demandez des redevances pour certaines choses au gouvernement. Pas nécessairement au gouvernement. Oui, ça, c'est un aspect qui reste. On est en attente d'une proposition du Québec là-dessus. C'est là-dessus que le Québec, faut qu'il décide. Il y a plusieurs autres choses, là, mais ça fait partie de ce chapitre-là, oui. Ça veut dire que là, si le Québec finit par vous donner une réponse, vous auriez des redevances sur la forêt, le bois, sur quoi? Hein? Sur beaucoup de choses. Oui, c'est ça. C'est plus les aspects miniers. Parce que là, vous n'en avez pas. Là, actuellement, pour avoir des redevances, il faut faire un ERA. Ça, c'est un entente répercussion-avantage avec les minières. Ou, je n'ai pas de minière, ça peut être autre chose, là, mais si on n'a pas une entente avec le promoteur, on n'a rien. Fait qu'il faut toujours faire des ententes. Oui. Puis souvent,
Là, les promoteurs viennent nous voir parce qu'ils veulent avoir une certitude pour que les investisseurs investissent. Puis si les Autochtones ne font pas partie, bien souvent, du groupe, bien là, c'est plus dur d'aller chercher des investisseurs. Mais ça a été causé par des actions juridiques qui ont été portées par certaines Premières Nations. Sans ça, on ne serait pas là. Fait que, tu sais, les deux ensemble font en sorte qu'aujourd'hui, nous, on est rendu là, tu sais. Mais avec peut-être un meilleur projet de traité qu'on aurait pu l'avoir il y a 10 ans. Tu sais. OK. Parce qu'il y a eu de la jurisprudence dans le temps. Ça veut dire que si vous demandez des redevances qui sont acceptées, il n'y a plus d'histoire de « Ah, il faut aller en cours, il faut faire ci, il faut faire ça ». Non, c'est ça, c'est de la certitude. Puis quand je reviens avec la certitude, les investisseurs aiment, puis le Québec va aimer ça aussi, parce que ça va être facile, ça va être facile, à moins que ça soit de quoi de démesuré, laquelle on n'ira pas. Là, tu sais, on parle du gazoduc, là, à un moment donné, regarde, on veut passer une énergie verte, là, emmenez-nous pas de l'énergie fossile, on n'est pas là, nous autres. Écoute, c'est clair qu'on n'ira pas là. Mais quand ça a du sens, puis que c'est pour le bien-être collectif de la population, on va dire mondiale, mais on va être là, c'est sûr. On n'est pas contre le développement, mais on veut y participer. Fait que ça va éclaircir tous ces aspects-là. Mais toujours juste pour les trois communautés, là. Oui, bien c'est sûr qu'il faut que les autres vont, s'ils sont en négociation, puis qu'éventuellement vont vers un traité, bien, ils vont avoir la même chose. Les MRC ont des redevances aujourd'hui. Les Premières Nations n'ont pas de redevances, mais les MRC, non. Oui, puis c'est les mêmes territoires. Okay. C'est bizarre. Non, vous avez raison. C'est correct que les MRC n'aillent, parce qu'il faut que tout le monde en profite, puis qu'il faut qu'il y ait une saine répartition de la richesse au niveau de la région, pour que tout le monde en profite, puis qu'ils soient capables d'investir dans le milieu social, puis que les gens aient une belle qualité de vie. Puis ça, on est complètement d'accord avec ça, mais on veut y participer. D'après vous, c'est quoi qui fait hésiter encore le gouvernement du Québec? Je peux pas vous dire. Je pense que c'est réellement un manque de temps, parce que ce qu'on a su, écoute, on s'est rencontrés jeudi soir passé. C'est ce qu'ils nous ont dit. Il y a eu réellement un manque de temps, parce que je tiens à souligner qu'on a réglé tous les autres aspects. Fait qu'il y a eu un blitz de négociation assez intensif, puis ils étaient là. Écoute, ils ont fait des efforts. On a fait beaucoup d'efforts, nous, avec la gang de Pétapan, avec la gang de Carl Neptune, qui est notre négociateur, je tiens à souligner. Puis également, le Canada, là, écoute, tout est réglé. Fait que c'est quand même historique ce qui s'est produit. On a une entente là, actuellement avec le Canada. Fait qu'on on donne un peu de temps. Vous voyez que le dossier est très complexe. Oui, très. Fait qu'on donne le temps au Québec de nous revenir là, avec des propositions. Là. On a demandé au premier ministre qu'il s'investisse. On a envoyé une lettre là, à laquelle on demande une rencontre assez urgente pour faire en sorte que là, ça débloque. Puis qu'on ait les derniers détails des propositions, qu'on puisse l'apprécier, puis voir si c'est correct aussi. Parce qu'après ça, vous allez faire un référendum dans les trois communautés? Après là, nous, ce qu'on fait, c'est que là, les trois conseils vont apprécier le contenu du traité. OK. Si on décide à ce niveau-là de dire, on le présente, on demande aux trois négociateurs de paraffer le traité, ça gèle le texte. Là, ensuite, on part pas en référendum, on part en consultation. On va présenter ça à notre population. Qui sont quand même un peu au courant, là. Oui, mais nous, des grosses lignes, oui, ils sont quand même très au courant. Pas très au courant, mais il y a des choses qui ont changé. Fait que là, on a le d'ouvrage, nous autres, là. On s'en va présenter ça au niveau de nos trois populations. Puis de façon démocratique, là, ça va être à chaque personne de décider s'ils en veulent ou pas. Ah. On va avoir un référendum là, d'ici, le temps de tout faire ça, là, on va dire 3 ans et demi. Là. Ah, mon Dieu, c'est encore long, là. Oui, bien, écoutez, là, nous, là, avec le nouveau jugement, là, puis tout le fait que le fédéral a enlevé le sexisme de la loi sur les Indiens, là, on a triplé de population. Fait qu'il y a des gens qui partent de zéro. On aimerait ça aller lui présenter le contenu. Il faut prendre le temps de le faire. Fait que 2 ans, je vais vous dire, ça sera pas de trop. Là. Okay. On a parti de 450 membres, puis on est rendu là, 1500 à date d'aujourd'hui, puis ça monte encore. Les hors-réserves, ils comptent?
Oui, oui. Il faut aller présenter ça à l'ensemble de la population là, des membres des CIPIT. Ouais. OK. Là, fait que si on résume bien simplement, vous aviez déjà, ce qu'on peut dire, peut-être, je ne sais pas si on peut appeler ça des droits, bon, on parle des taxes, on parle des impôts, peut-être. Ça c'est l'aspect fiscal. Déjà ça, mais ça partira pas. Vous allez avoir encore ça. On a été chanceux. On a été chanceux. Au niveau pan-canadien, là, il ne s'est pas signé un traité depuis 2014 à cause de cet aspect-là, parce que le fédéral nous exigeait d'avoir un régime fiscal. Okay. Mais là, ça, c'est disparu. C'est enlevé. Le fédéral ont fait des grands bouts. Là. Ils ont également enlevé toute la dette de négociation des 3 Premières Nations, qui représente 70 millions. Et 43 ans de négociation, ça représentait 70 millions. Fait que c'est quand même assez élevé. Tu négocies avec quelqu'un, mais c'est moi qui paye. Je vais négocier avec toi, mais c'est moi qui paye. C'est ça, Pauline. Fait qu'il l'a enlevé, ça, c'est un signe de réconciliation assez énorme, puis c'est ça. Fait que là, on est rendu là aujourd'hui. Fait que ça, c'est le côté fiscal. Après ça, bon, vous avez des pourvoiries qui appartiennent aux Autochtones, mais les non-Autochtones ont le droit d'aller, sur vos terres, j'imagine avec des conditions. Là, présentement, c'est des pourvoiries. Fait que nous, on a le droit, on a un droit exclusif de chasse, de pêche dessus. Fait que les gens qui viennent, c'est comme une ZEC, là, il faut qu'ils payent pour avoir accès aux ressources. Mais on le doit de passer sur le territoire. Mais c'est pas une ZEC? Non, c'est une pourvoirie. Okay. C'est des pourvoiries qu'on a. OK. Et j'imagine que c'est la même chose pour les 2 autres communautés aussi, là. Oui. Je ne sais pas s'il y a des pourvoiries, là, mais oui, je pense qu'à Nutaquan, ils en ont une. Là, pour je pense que Mastayache, je pense qu'ils en ont une. Oui, ça se peut aussi. Ils sont partenaires dans CEPAC, comme nous, on est partenaires un peu dans la rivière à Saumon. Là. OK. Fait que, il y a un aspect à ne pas négliger, nous aussi, c'est que on est quand même rendu avec presque 65 % des gens qui travaillent à CIPIT qui proviennent de la région. C'est pas des Inuits. Puis ça, assurément, tu sais, c'est sûr que le principe de base, c'est de faire travailler nos gens. Mais tantôt, là, si on s'en va vers un projet de traité puis une mise en œuvre d'un traité, on va avoir besoin d'aide. Fait que c'est clair qu'il va y avoir encore plus de gens qui vont travailler pour nous, autant autochtones que non autochtones. Puis ça a des retombées incroyables là, au niveau de la région. Là, écoutez, on est rendu le 2e, je pense, en importance, là, au niveau de l'employabilité. Fait que... C'est ça, vous n'êtes pas une communauté fermée juste pour des Autochtones. Non, exactement. Puis on partage beaucoup de services avec la municipalité en bas. On a des ententes de services. On essaie de ne pas dédoubler là, les services donnés à la population. Puis tout ça dans le but, là, éventuellement, qu'on ait une meilleure qualité de vie, puis qu'on soit capable d'attirer des gens vers ici. On a une pénurie de main-d'œuvre incroyable. Fait que si on a plus de services puis qu'on est capable d'amener des gens chez nous, ça serait l'idéal. J'ai une question bizarre. À Ispit, il y a beaucoup d'Autochtones qui sont comme 6e génération, mettons. Qu'est-ce qui va arriver après? Ça, nous, on a tant négocié. Là, c'est le fun. C'est le fun parce qu'on a, avec toute la fête qui ont enlevé le sexisme de la loi ces Indiens, on a retrouvé beaucoup de membres, OK? Mais c'est sûr qu'éventuellement, il va y avoir une extinction. Mais ça, avec le traité, on va protéger ces gens-là. On va leur donner, on va être capable de donner un statut. Parce qu'ils résident ici, puis ils sont dans un mode de vie Inuit des Spit. Okay. Fait que là, ça, les générations futures, on protège l'avenir de la communauté avec ça. C'est important de le dire. C'est une très bonne question, oui. Ça me travaille un peu parce que c'est ça, je vois que il y en a beaucoup quand même, ici, surtout ici à Ispit, il y en a plus, je pense, qu'à Mastayache puis là-bas. Mastayache ont pas mal le même ratio que nous autres. C'est juste plus gros. Oui. Puis les membres sous réserve et hors réserve, là, nous, on a plus que le 2/3 de la communauté qui est hors communauté. Ah, OK. La même chose à Mastayache. À Nutaquan, nous autres, presque la totalité des membres demeurent là. OK. Fait que ça, c'est important aussi Mais c'est important de comprendre et de savoir qu'ils vont être protégés, les générations futures qui peut-être vont être moins... ils vont être reconnus, dans le fond. Ouais, là, présentement, après la 6e génération, ils ne sont plus reconnus, mais là, ils vont l'être. Ouais. Très important, je trouve. Monsieur Martin Dufour, là, je suis vraiment contente qu'on se rencontre aujourd'hui et qu'on ait plus compris un peu...
On a plus compris, mais on n'a pas encore tout compris. Parce qu'on ne peut pas tout vous dire encore. Oui, c'est ça. J'aimerais ça qu'on puisse se revoir à un moment donné, puis que vous nous teniez, qu'on se tienne au courant, puis qu'on tienne nos téléspectateurs aussi au courant des développements. Ça va nous faire plaisir. C'est ce qu'on veut, informer les gens, puis être transparent dans le processus. Fait que, oui, on va être là pour un prochain rendez-vous, c'est sûr. Pour que de plus en plus, il y ait une bonne entente avec les Autochtones et non-Autochtones. Exact. Puis qu'il n'y ait plus de monde qui disent n'importe quoi non plus, puis que ça soit transparent de tout bord, tout côté. Exactement, c'est ce qu'on veut. Chef Dufour, je vous remercie beaucoup. Ténish Kumetin.